Une semaine s'en va, une nouvelle s'installe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition d'information sur la télé totalement vôtre, les titres. Le déploiement des forces armées de sécurité dans la localité de Tessalite pour l'occupation du camp de l'aménagement continu. Des centaines d'éléments des FAMA sont déjà arrivés dans la dite localité. Dans une note à la presse, le bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU ne cache pas son inquiétude quant au respect du délai de retrait fixé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette crainte s'explique, selon eux, par l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali. Les détails dans cette édition. La décision d'exclusion du Centre national des œuvres universitaires est dénoncée par la coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali qui promet de tout mettre en œuvre pour éviter des amalgames dans cette affaire. Le développement dans ce journal. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la canne blanche, célébrée le 15 octobre de chaque année, l'Union malienne des aveugles, l'UMAV, et ses partenaires ont organisé une cérémonie de remise de canne blanche au ministère de la Santé et du Développement social ce dimanche 15 octobre 2023. En plus de faciliter le déplacement des handicapés visuels, cette cérémonie, couplée à la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, vise à exprimer la reconnaissance de l'UMAV aux personnalités qui ont contribué à l'amélioration des conditions des personnes vivant avec un handicap visuel. Le point avec Awa Sanogo et Zakaria Omar Keita. Comme à l'accoutumée pour commémorer cette journée, l'Union malienne des aveugles gratifie une personnalité de notre pays ayant contribué à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, précisément celles vivant avec un handicap visuel. Et pour cette année, le choix est porté sur la ministre en charge de la Santé et du Développement social. Un choix qui n'est pas anodin selon le président de l'UMAV. Pour les personnes handicapées visuelles, la canne blanche, c'est un tout. C'est pourquoi l'Union mondiale des aveugles a choisi la thématique canne blanche, symbole d'autonomie et de résilience. Et résilience que le peuple malien connaît très bien. Nous osons croire qu'avec plaisir, Madame la ministre va accepter notre canne blanche qui est pour nous symbole de médaille. C'est comme les personnes handicapées du décor au plus grand mérite des médailles qui existent sur la terre. Après avoir remercié les autorités de la transition pour leur soutien en faveur des personnes handicapées, l'UMAV sollicite encore leur implication pour relever d'autres défis majeurs. Nous demandons à Madame la ministre son implication personnelle pour que l'ensemble des hôpitaux du Mali, l'ensemble des CCRF, bref, l'ensemble du système de santé soit adapté à toutes les personnes handicapées. Nous voulons également demander à Madame la ministre qu'elle continue à être aux côtés de l'ensemble des personnes handicapées pour demander aux autorités de voir la subvention allouée aux personnes handicapées pour que les objectifs qui se sont fixés les personnes handicapées puissent être atteints. Le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social a salué le choix de l'UMAV. Le handicap est plus que jamais l'affaire de tous. Je formule le souhait que ce geste de l'Union malienne des aveugles du Mali vient de faire est une belle leçon de sensibilisation et souhaite qu'elle soit bel et bien un exemple à suivre pour nous tous. Pour rappel, la canne blanche constitue un symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles de se déplacer dans la rue et autres lieux, prévenant ainsi les automobilistes et autres usagers de la route de leur handicap. Par décision numéro 2023-545, le Centre national des œuvres universitaires a exclu une dizaine d'étudiants des résidences universitaires de l'Institut universitaire de gestion IG et de FST du campus de Badalabougou pour des faits de violation grave des règles pénales, notamment la décision
la détention d'objets prohibés, armes à feu, armes blanches et autres. Une décision déplorée par la coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM, qui promet de tout mettre en œuvre pour éviter les amalgames dans cette affaire. Écoutons le secrétaire administratif du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM, pour en savoir davantage au micro de Oumogakou et Mantala Ouattara. Effectivement, nous avons appris à travers une lettre signée. Malheureusement, que nous décrions, on ne nous a pas adressé des lettres quand même en tant que la fêtière qui représente quand même les élèves et les étudiants du Mali. On aurait aimé quand même que cette décision nous parvienne par une lettre officielle, mais on l'a appris sur les réseaux sociaux comme tout le monde, à travers une lettre signée, que certains étudiants ont été exclus effectivement de l'université. Le nombre qui est sur leur avis, je pense que c'est 17 personnes qui sont sur l'avis qu'ils ont donné. Donc pour le moment, on peut se référer à ça d'abord. Mais nous-mêmes, à notre niveau, nous sommes en train de faire des enquêtes pour mieux cerner la chose. Parce que depuis que les policiers ont fait la descente sur le campus jusqu'à ce jour, nous sommes en train de collaborer avec eux étroitement. Parce que certaines personnes peuvent se retrouver avec ces genres de matériel dans une chambre et d'autres personnes sont dans la même chambre, ne sont pas concernées. Donc nous sommes en train de clarifier ces situations-là avec la justice et les policiers. Donc s'il s'avère que des gens dont les noms se retrouvent sur la liste et qui ne sont pas concernés par l'affaire, c'est sûr que nous allons mener des actions pour que cela s'arrête. Mais pour le moment, quand même, l'avis sur lequel quand même nous avons vu le nom de 17 personnes là. C'est sûrement parce qu'il y a des personnes qui ont été carrément, il y a des personnes qui ont avoué être en possession de ces genres de matériel quand même qui sont interdits sur l'espace scolaire et universitaire. Donc si ces cas-là sont avérés, des décisions disciplinaires sont prises au niveau des universités qui ont des règlements intérieurs qui régissent ces universités-là. Donc même si la justice fait son action, mais c'est sûr qu'il y a des sanctions pédagogiques aussi qui seront prises. Donc on s'est dit sûrement que c'est dans cette optique-là que ces décisions-là ont été prises. Mais comme on vous l'a dit, on ne nous a pas communiqué ces trucs-là dans un canal officiel. On l'a appris sur les réseaux sociaux et jusqu'à ce jour, nous continuons nos investigations pour savoir jusqu'à présent qu'est-ce qui a motivé vraiment ces exclusions-là. Je vous le disais dans le titre, dans une note à la presse, le bureau du porte-parole du secrétaire général de l'ONU se dit gravement préoccupé par l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali. Une situation qui risque d'empêcher le départ ordonné et dans les délais de l'aménagement plus tôt. En retour, le gouvernement malien, par la voix du ministre des Affaires étrangères, promet l'appui de l'armée malienne pour un retrait sécurisé. Commentaire Lolomati Bati. L'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du pays, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, risque non seulement de mettre en péril les transferts en toute sécurité du personnel des casques bleus des Nations Unies et des biens appartenant aux pays contributeurs des troupes et aux Nations Unies, mais également de compromettre les opérations aériennes menées par la mission qui protège sa réduction et facilite son retrait. Malgré cette menace, les Nations Unies réaffirment sa détermination à achever le retrait de la MINUSMA dans le délai prévu, à savoir le 31 décembre 2023, établi par le Conseil de sécurité suite à la demande du Mali de retirer la mission sans délai, a souligné le bureau du porte-parole. À cet égard, l'ONU note avec une profonde préoccupation que depuis le 24 septembre, ces convois logistiques n'ont pas été autorisés à quitter la ville de Gao pour récupérer le matériel des Nations Unies et des pays contributeurs des troubles actuels à Aguelok, Tessalit et Kidal. Cela pourrait avoir un impact important sur la capacité de la mission à respecter le calendrier imparti. À l'issue d'une rencontre la semaine dernière, le ministre Abdoulaye Diop a expliqué les difficultés sur le terrain concernant le retrait de la MINUSMA sous escorte des FAMA. Pour le chef de la diplomatie malienne, ces difficultés s'expliquent par la recrudescence des tensions sur le terrain. Toutefois, il a promis que tout sera mis en œuvre pour faciliter le retrait de la MINUSMA et la récupération de l'ensemble des emprises des forces olysiennes. Il faut noter qu'un convoi logistique de la MINUSMA a été pris pour cible le 12 octobre 2023 à Kona, avec plusieurs camions brûlés, apprend-on des sources sur place. AfriChange, en partenariat avec le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, organise du 9 au 10 novembre 2023 la première édition de la grande rentrée des dignitaires traditionnels d'Afrique.
L'annonce a été faite ce samedi en faveur d'un point de presse. Cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la transition, colonel Assimi Goïta, vise à mettre en valeur la culture africaine dans les processus de refondation enclenchés dans notre pays. Compte rendu à Lamako Diabaté, Mantala Ouattara. Ce point de presse avait pour but d'informer l'opinion nationale sur la tenue de la première édition de la grande rentrée des dignitaires traditionnels d'Afrique. Placé sous le thème principal « La culture, une passerelle entre le passé, le présent et le futur », ce grand rendez-vous permettra aux participants de plusieurs pays d'aborder plusieurs sous-thèmes. Notamment la gouvernance traditionnelle. Vous savez, quand on parle des empires, comme l'empire Songhai, l'empire du Mali, l'empire Ghana, dans ces temps-là, il y avait un modèle de gouvernance traditionnelle qui fonctionnait. Et c'est à partir de même notre charte de Kourkanfoura qu'ils ont fait les chartes des Nations Unies, donc des droits de l'homme. Ce qui veut dire que nous avions un modèle qui fonctionnait, que nous avons laissé tomber. Aujourd'hui, il s'agira de trouver peut-être l'arrimage entre le modèle traditionnel qu'on avait et le modèle moderne aujourd'hui. Pour assurer un véritable processus de refondation du Mali et de tout le continent à travers la valorisation de notre culture, nos coutumes et traditions, cette rencontre regroupera au moins 1000 participants venus des continents africains, européens, asiatiques et d'Amérique pour discuter des problèmes auxquels les pays font face, mais aussi de partager les expériences pour davantage mettre en valeur nos cultures. Et nous avons compris que nous ne pouvons pas amener et faire aboutir cette lutte si nous ne savons pas ce que nous sommes en tant qu'Africains. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Quelle est notre spécificité sur cette planète? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous ne pouvons pas porter la lutte de nos ancêtres? Et comment nos ancêtres avaient eu la possibilité de se positionner sur le toit du monde? Et comment nous nous sommes retrouvés sous les chaussures des gens? À noter que cette grande édition de la grande rentrée des dignitaires traditionnels d'Afrique se tiendra en prélude à la célébration de la 2e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles du Mali, prévue pour le 11 novembre 2023. Inauguration ce samedi d'un nouvel institut de couture dénommé Révolution Couture Sarl à Bako-Djikroni dans la commune 5 du district de Bamako. Ces nouveaux ateliers se donnent comme mission de révolutionner le secteur de la couture au Mali. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres de la communauté sénégalaise au Mali et le représentant du maire de la commune 5 du district de Bamako, Gabriel Keita. Révolution Couture Sarla ouvre ses portes à Bako-Djikroni en commune 5 du district de Bamako. Comme un institut de coupe et de couture, Révolution Couture Sarla dispose de plusieurs salles de couture et de matériel de couture dernier cri pour révolutionner la coupe et la couture au Mali. Elle entend apporter une touche particulière à travers plusieurs astuces. Bon, Révolution Couture parce que pour nous, on s'est dit qu'il est grand temps qu'on révolutionne la couture africaine. Au niveau de l'application, c'est de tout faire pour que, aujourd'hui, si par exemple nous avons un client, les mesures seront respectées et l'application qui peut même nous permettre de servir de rappel en question. Donc pour les rendez-vous et même pour la facturation, la personne peut... Nous avons digitalisé le système. Vous avez vu aussi la présentation faite, parce que là, c'est des machines de dernière génération. Donc il n'y a pas aujourd'hui une machine qu'on peut trouver dans les plus grands ateliers du monde qui n'est pas aujourd'hui dans Révolution Couture. Exprimant sa satisfaction de l'ouverture d'une nouvelle entité de couture dans sa commune qui va probablement créer des emplois, le maire de la commune 5 du district de Bamako a salué l'initiative. Le mode de la couture, ça rentre dans nos cadres de vie. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de notre harmonie quotidienne. Donc si M. Fall a jugé nécessaire de venir s'implanter ici dans notre commune, la commune 5, nous sommes très contents et on va l'accueillir avec bras ouverts. Ça ne fait que nous progresser. Donc vraiment, je suis très content d'être là avec leur défilé de mode. Sinon, les impressions sont bonnes. Un jeune talent comme El Hadj Fall, pétri de telle qualité et de telle vision, qui révolutionne la coupe et la couture en Afrique de l'Ouest. Et me choisissant comme son ambassadeur, c'est de la joie, c'est un honneur pour moi. Défilé de mode et prestations d'artistes ont été autres moments forts de cette cérémonie d'inauguration.
international à présent. Le gouverneur de la région de Nara, Dr Colonel Amara Doumbia, a présidé la cérémonie de remise officielle des clés de 20 logements sociaux à Nara aux bénéficiaires le mardi 10 octobre 2023. À l'occasion, le gouverneur Doumbia a remercié les membres de la commission d'attribution des logements sociaux pour la bonne exécution de cette tâche et a exhorté les bénéficiaires à préserver ces locaux en respectant les normes d'occupation. Modibo Keita depuis Nara nous en parle. Le mardi 10 octobre 2023, le gouverneur de la région de Nara, le docteur-colonel-major Amara Doumbia, a présidé la cérémonie de remise officielle des clés des 20 logements sociaux de Nara aux bénéficiaires. Il s'agit de 20 personnes composées d'hommes et de femmes, dont des salariés, des non-salariés et des Maliens de l'extérieur. M. Bia Sountinou, directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat de Nara, nous donne plus de détails sur ces logements. Le logement est de type F3 Tôle, bâti sur 112,110 m², comprenant un salon de 20,87 m², une toilette de 2,34 m², un hall de 4,18 m², deux terrasses couvertes de 8,82 m². Le coût de réalisation d'un logement s'élève à 17 918 francs CFA, dont le prix de cession est 8 millions francs CFA. La subvention de l'État est 9 3 918 francs. À l'occasion, le gouverneur Doumbia a remercié les hautes autorités du Mali et a exhorté les bénéficiaires à préserver ces biens. À la décision numéro 20-23-0146 sur le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat du secrétariat général du 18 août 2023 fixant la liste définitive des bénéficiaires des 20 logements sociaux réalisés dans la ville de Nara. Elle se compose de 5 non-salariés, dont 2 femmes, une personne de la diaspora et 14 salariés. C'est le lieu pour moi et au nom de l'ensemble des populations d'adresser mes vifs remerciements aux plus hautes autorités pour cet acte de bienfaisance qui ennoblit les bénéficiaires du poids des sans-abri. Les remerciements s'adressent aussi aux membres de la commission d'attribution pour le travail bien accompli. Malgré l'hostilité des groupes armés, les forces armées de sécurité continuent leur déploiement dans la localité de Tessalit. Après les premiers renforts de la semaine dernière, les troupes régulières sont arrivées ce matin dans la localité à bord de 2 avions pour anticiper le retrait des forces onusiennes prévues dans les jours à venir. Le commentaire avec Aïssata Diarra. La campagne de reconquête de l'ensemble du territoire national continue. Malgré l'hostilité des groupes armés, les processus continuent la semaine dernière. Les premiers renforts des troupes régulières sont arrivés dans la localité. Aujourd'hui, un nouveau contingent a fait le mouvement. Ils sont arrivés à bord de 2 avions pour anticiper le retrait des forces onusiennes prévues dans les jours à venir. Il serait plusieurs centaines de soldats à être sur place en attendant le départ des derniers soldats de la MINUSMA de Tessalit. En tout cas, comme les autres camps sont déjà occupés par les FAMA, l'armée malienne est résolument engagée à récupérer les camps MINUSMA des localités de Tessalit, Aguelog et surtout Kidal. Pour célébrer la Journée mondiale de la fille, le consortium du réseau des femmes africaines pour le développement et la communication Plamali a organisé à Ségou le 12 octobre dernier une table ronde sur l'égalité des chances entre les filles, les femmes et les hommes dans les instances de prise de décision. Cette rencontre d'échange a vu la participation des leaders de la société civile de Ségou. C'est ce que nous dit notre correspondant Mohamed Lamine Sourouba. Le consortium des réseaux des femmes africaines pour le développement et la communication, Plamali, reste actif pour la promotion des droits des filles et des femmes. C'est dans cette dynamique qu'il a organisé cette table ronde pour influencer à travers des actions collectives sur la représentativité des filles et des femmes dans les couloirs de décision. De plusieurs
les pouvoirs étaient aux filles et les pouvoirs restent aux filles. Ce matin, pour cette table ronde, ce sont les filles qui jouent le rôle de maîtres de cérémonie et ce sont ces mêmes filles qui ont dirigé de la fille. Une a joué le rôle de gouverneur hier, l'autre a joué le rôle de chef de bureau plan et l'autre dame aussi a joué le rôle du directeur régional de la promotion enfants et familles. Pour cette activité, le plan Mali veut engager les partenaires dans le cadre de la célébration du 11 octobre 2023 autour des thématiques de leadership féminin, violence basée sur le genre, santé et la reproduction, afin de promouvoir les droits des enfants et des femmes. Et la zone de sol également. Ce qui fait que le programme est vraiment là pour accroître l'influence des filles et des jeunes femmes dans tout ce qui concerne le leadership, la prise de décision et la participation surtout active des filles au poste de prise de décision, que ce soit dans les structures formelles ou informelles. Donc le programme met au centre la jeune fille comme son nom l'indique, qui vient dire en français les dimanches. Pour un rappel, le Mali est partie signataire de la plupart des instruments internationaux et nationaux portant protection des enfants et des femmes. Cependant, leur application reste problématique. Par ailleurs, le comité syndical de l'hôpital régional de Gao a organisé ce lundi 16 octobre 2023 un sitting devant l'hôpital pour dénoncer le manque d'électricité. Selon le syndicat, cette situation impacte négativement les conditions de travail du personnel. Suivons ensemble ces quelques propos recueillis par Abdul Nassir Idrissa et Seibou Hamida. Cette manifestation a été décidée suite à une assemblée générale organisée par l'ensemble des travailleurs de l'hôpital concernant la problématique de l'électricité à l'hôpital. Le problème d'électricité a commencé à l'hôpital depuis février 2023 et depuis cela on est confronté à des délaissages. 4 heures de temps dans la journée jusqu'à aujourd'hui, là où on est à des délaissages de plus de 16 heures de temps dans la journée. Cela veut dire que l'hôpital est fourni en électricité juste les temps où l'EDEM nous donne l'électricité. Sinon on est confronté à un problème, le groupe est là, mais on est confronté à un problème de gasoil. Le gasoil vient en compte-gouttes, aujourd'hui on a l'électricité, demain on n'a pas l'électricité. Et difficilement les gens travaillent. Parce que tu es obligé de faire tes consultations rapidement avant que le courant ne se coupe à midi. Et à partir de midi, tu travailles dans l'obscurité et dans la chaleur. Voilà, c'est difficile pour un agent de santé, un médecin, de réfléchir avec le stress de la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Bon, nous avons bénéficié des soutiens de l'ensemble de la population de Gao, en particulier les opérateurs économiques, qui nous ont quand même fourni des dons et des particuliers qui ont voulu vraiment aider l'hôpital. Mais c'est là vraiment, et les CICR aussi qui... Et vu que les difficultés sont là, ils ont décidé même de nous donner un générateur de 64 caviar, mais qui ne règle pas le problème. Parce qu'on a constaté que le problème de l'hôpital, ce n'est pas seulement le gasoil. Même si on a des milliers et des milliers de barriques de gasoil, ça va finir un jour. Mais l'hôpital a besoin d'électricité 24 heures sur 24. L'appel à lancer, c'est à l'endroit des personnalités de cette région, pour leur dire que l'hôpital aujourd'hui est un patrimoine. Et en ce qui concerne la santé, à Gao, si l'hôpital ne marche pas, rien ne marche. On peut tourner aller vers les CESCOM, on peut tourner aller vers les CCRF, mais vous allez finir par l'hôpital. Parce que c'est des structures de santé qui sont limitées dans la prise en charge. Parce qu'ils seront obligés de référer les urgences qui leur dépassent. Mais si ces gens reviennent à l'hôpital et qu'il y a des difficultés, c'est compliqué de pouvoir faire la prise en charge. Parce qu'à partir de midi, il n'y a plus d'électricité. Voilà. Et au gouverneur aussi, de lui dire de fournir des efforts pour nous donner l'électricité. Tout ce que nous on demande, c'est que l'hôpital soit
sur l'EDM 24h/24. Parce que le problème de gasoil ne peut pas résoudre notre problème d'électricité. Et dans les jours à venir, on va faire une lettre qu'on va adresser au gouverneur pour lui informer de ces sittings qui viennent de se passer et que si d'ici vendredi, il n'y a pas de solution, on va organiser une marche pacifique la semaine prochaine. Et si malgré tout ce qu'on fait et qu'il n'y a pas de solution, nous serons obligés d'aller vers un arrêt de travail. Parce qu'on ne peut pas continuer à voir nos malades agoniser et mourir devant nous sans pourtant être à mesure de pouvoir faire quelque chose faute d'électricité. Ainsi prend fin la première grande édition d'information de la toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.